Dans la forêt du Wendland, en Basse-Saxe, on vit au rythme de la résistance contre l'atome depuis 30 ans. C'est sur ces rails que sont acheminés les transports de déchets nucléaires allemands en provenance de l'usine de traitement de La Hague. Pendant des semaines, les activistes antinucléaires de la région se sont préparés à l'arrivée du 12e transport Castor. Cette année, pour la première fois, on va ballaster le Castor. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Vous voyez ça ? C'est le ballast. Notre plan, c'est de l'enlever d'un côté pour que le rail soit complètement dégagé. On enlève tout d'un côté, on laisse le ballast en place de l'autre, comme ça si un train passait dessus, il déraillerait. Donc il est obligé de s'arrêter. Pour se battre contre l'arrivée des déchets nucléaires dans la région, chacun sa méthode. Eux se retrouvent ici tous les dimanches pour la prière de Gorleben. Depuis 20 ans, c'est leur manière de protester contre le site de forage en couche géologique qui pourrait un jour accueillir les déchets hautement radioactifs. Ce jour-là, le pasteur Eckhard Kruse s'est déplacé personnellement pour porter la bonne nouvelle. Son église et d'autres propriétaires terriens de la région ont obtenu l'arrêt momentané des travaux sur le site. Des travaux qui venaient tout juste de reprendre. Nous partons avec le pasteur en direction de Gorleben. À Berlin, le Parlement vient d'entériner l'allongement de la durée de vie des centrales nucléaires. 12 ans de plus, soit 500 containers de déchets supplémentaires. Une manifestation a été organisée devant le site. Depuis qu'il s'est installé dans cette région il y a 20 ans, le pasteur lui aussi est entré en résistance pour protéger les terres du Wendland et de son église. Vous savez, ces terres contiennent du sel. Pour nous, c'est quelque chose de très précieux. Les habitants de la région en vivaient déjà il y a plusieurs milliers d'années. Pour nous, ça fait partie de notre qualité de vie. On ne peut pas abandonner ces terres pour quelque chose d'aussi négatif que ces déchets si on n'a pas la garantie qu'il s'agit là de la meilleure solution. Pour rejoindre le domaine de l'église, Eckhard Kruse emprunte un chemin réservé aux propriétaires. Cette route longe le site expérimental de Gorleben. L'accès à cette partie de la forêt du Wendland est limité pour des raisons de sécurité. Eckhard Kruse nous emmène sur la propriété de sa paroisse, une petite parcelle de forêt. Vous voyez, c'est délimité par ces deux chemins. C'est ce triangle que vous voyez là sur la carte. C'est étroit, mais c'est très profond. Le sel, mais aussi toutes les autres richesses qui se trouvent en dessous de cette parcelle, nous appartiennent jusqu'au centre de la terre. Plusieurs propriétaires terriens refusent de céder leur domaine forestier. Sans cette partie de la forêt et de ses couches géologiques, l'exploration du site est limitée. Nous avons, comme beaucoup ici, le sentiment qu'on ne peut plus parler de prospection. Le résultat semble jouer d'avance. Quand on voit l'avancée des travaux et des infrastructures, comment penser qu'il ne s'agit pas d'un site de stockage définitif ? L'Allemagne n'a jamais cherché à stocker ses déchets hautement radioactifs ailleurs qu'à Gorleben. Considérées comme propices au stockage profond, les couches géologiques salines du Wendland sont explorées à partir de 1979. Mais les travaux s'arrêtent en 2000. Le parti écologiste allemand, qui a accédé au pouvoir aux côtés des sociodémocrates, impose un moratoire. Depuis, aucun autre site n'a été exploré. Les fûts de déchets nucléaires en provenance de la station de traitement de La Hague ont continué d'affluer. En attendant de rejoindre un jour un site de stockage définitif, ils sont parqués depuis 1983 dans un entrepôt, à quelques dizaines de mètres du site expérimental. Dans la région, personne ne croit qu'ils quitteront un jour Gorleben. Une certitude qui a fait du Wendland le bastion de la lutte antinucléaire. Dans cette région agricole reculée, ce sont les paysans qui sont en première ligne de la contestation. Leur symbole, c'est cette croix jaune qui s'affiche sur toutes les fermes. Agriculteur comme tous ses ancêtres depuis plus de 500 ans, Heinrich Pottmer part à la retraite dans quelques mois. Cela fait 30 ans qu'il est à la tête du mouvement agricole contre Gorleben. En 1979, il participe à la première grande manifestation de tracteurs de la région. Les agriculteurs prennent d'assaut Hanovre, la capitale régionale.
100 000 personnes suivent le discours fondateur du mouvement, tenu par Heinrich Pottmer. On nous a dit pendant des dizaines d'années qu'il s'agissait de prospection. Mais concrètement, ils ont toujours travaillé sur la construction du site. Et aujourd'hui, ils se servent de l'avancée des travaux comme motif pour continuer, sous prétexte qu'1,5 milliard d'euros ont déjà été investis. Voilà comment ils créent leurs arguments, voilà comment le mensonge de Gorleben continue. Aujourd'hui, c'est le fils d'Heinrich qui s'apprête à prendre la relève. Les Pottmer, agriculteurs et militants de père en fils, sont prêts pour l'arrivée du prochain transport de déchets nucléaires. Leur colère vise directement Angela Merkel et son gouvernement. Avec ce gouvernement, on n'arrête pas de revenir en arrière sur la sortie du nucléaire. C'est à nous de montrer que nous, la population, nous ne l'acceptons pas et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les en empêcher et qu'on ne se laissera pas faire. Moi, j'ai bon espoir que le castor fasse demi-tour cette fois-ci. Et si tous ceux qui s'engagent en ce moment contre ce projet descendent vraiment dans la rue quand il arrivera, la police et le gouvernement vont avoir de gros problèmes. La grogne est montée ces derniers mois dans le Wendland. L'affaire Gorleben a pris une dimension politique. Dans sa ferme, Matthias Edler a épluché des centaines de dossiers confidentiels pour le compte de Greenpeace. Sur cette liste de sites potentiels remise par des géologues au gouvernement régional en 1976, le nom de Gorleben n'apparaît pas. Ce n'est pas cette liste de résultats qui a été présentée au ministre-président de la Basse-Saxe. C'est celle-ci, sur laquelle on a rajouté, quelques mois plus tard à la main, le nom de Gorleben, assorti d'une note de compatibilité très élevée. C'est le ministère de l'économie régionale qui a tout fait pour que ce site industriel s'implante en Basse-Saxe. Ils n'avaient que les 5 milliards d'investissements et les 5 000 emplois en tête. Ce sont eux qui ont dirigé la sélection des sites et qui ont donné ces informations au ministre-président. Un projet séduisant pour une région alors confinée au pied du mur qui séparait les deux Allemagnes et dont la densité de population était la plus faible du pays. Après ces révélations, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte à Berlin. Elle doit déterminer dans quelles circonstances Gorleben a été choisi. Nous rencontrons l'une des membres de cette commission, Dorothee Menzner, du parti de la gauche radicale. Avec ses collaborateurs, elle a récemment rendu public des documents trouvés dans les archives de la Stasi, la police secrète est-allemande. Ceux-ci font état d'une explosion de gaz en 1969 à Lenzen, en ex-République démocratique allemande. Un mort, 6 blessés, l'incident est passé sous silence en RDA. Mais Lenzen se trouve à quelques dizaines de kilomètres à peine de Gorleben. Bien sûr, on peut se demander quels risques représentent des gisements de gaz sous ou près de ces couches géologiques. Et si l'on peut vraiment stocker des déchets radioactifs à cet endroit. Dans les années 70 et 80, on n'avait que très peu d'informations sur ce qui s'était passé. Depuis 20 ans, les documents sont accessibles, mais personne ne les a étudiés pour savoir si Gorleben était l'endroit approprié. Existe-t-il aujourd'hui encore une volonté politique d'imposer Gorleben comme site de stockage définitif ? Un entretien prévu avec un responsable du site a été annulé en dernière minute. Le ministère de l'Environnement chargé du dossier a décliné nos demandes d'interview. À Gartow, situé non loin de Gorleben, nous avons pu rencontrer l'un des rares partisans du projet. Hans-Udo Maori, maire bénévole de cette petite commune qui a profité des 20 ans de prospection. Avec l'arrêt des travaux, son village de 1400 habitants a perdu en attractivité. De nombreux artisans avaient du travail ici. Autour du site, il y avait de quoi faire pour tous ces gens-là. Pareil pour les restaurateurs, les boulangers, les bouchers. On a connu une vraie croissance pendant les 15-20 ans de l'exploitation du site. Seulement, ça s'est arrêté du jour au lendemain.
Les quelques 1000 personnes qui s'étaient installées ici avec leurs familles ont quitté la ville et c'est vrai qu'on les regrette. 700 000 € par an, c'est la somme que continuent de percevoir 5 communes de la région en contrepartie des désagréments causés par le stockage provisoire des déchets à Gorleben. D'autres ont refusé des sommes nettement plus importantes pour préserver leurs terres. Le plus grand propriétaire terrien de la région, la famille des Bernsdorf, a décliné à l'époque une offre de 30 millions de Deutschmark pour son domaine près de Gorleben. Le comte de Bernsdorf, ancien membre du Parti chrétien-démocrate, a claqué la porte de son parti il y a 30 ans pour protester contre le projet. Conservateur écologiste, il est un peu l'éminence grise de la résistance anti-Gorleben. Le moment est venu, me semble-t-il, de faire une pause, de réunir les exploitants du site et les détracteurs du projet autour d'une table pour trouver une solution qui tienne la route au-delà de cette période législative. C'est pour cela que je milite auprès des hommes politiques. On verra avec quels résultats. Mais il est certain qu'on ne traitera pas ce problème par-dessus la jambe, surtout pas en fonçant droit dans le mur. Mais même si le gouvernement revient sur sa décision, qui acceptera en Allemagne de vivre avec des déchets nucléaires sur le pas de sa porte? La résistance à l'atome étant ce qu'elle est dans ce pays, un futur site de stockage de déchets hautement radioactifs est loin d'être trouvé. Merci Anne Maillet d'être avec nous sur ce plateau. Alors Anne, on avait compris que l'Allemagne allait sortir du nucléaire et voilà que la question revient de nouveau sur le tapis. Pourquoi cela fait-il débat aujourd'hui dans le pays ? Mais c'est vrai que lorsqu'on est sorti du nucléaire, ou en tout cas lorsque la décision a été prise de sortir du nucléaire, donc quand les Verts et les sociodémocrates sont arrivés au pouvoir en 1998, ça a été un véritable soulagement pour la majorité de la population allemande qui est fondamentalement opposée à l'utilisation du nucléaire civil. Les activistes antinucléaires en Allemagne, mais aussi à Gorleben, pensaient avoir remporté une victoire. Et lorsqu'Angela Merkel est arrivée au pouvoir, elle est revenue sur cette décision parce qu'elle estime, ainsi que les autres membres de sa coalition gouvernementale, que les énergies renouvelables ne sont pas suffisamment au point pour compenser la production d'électricité par le nucléaire. Donc on a repoussé de 12 ans l'utilisation, la durée de vie des centrales nucléaires allemandes et c'est donc un combat qui reprend aujourd'hui en Allemagne et qui est aussi virulent que dans les années 80. Et ça a été voté récemment par les parlementaires. On en vient à votre sujet en lui-même. Pourquoi ne cherche-t-on pas ailleurs qu'à Gorleben d'autres sites d'enfouissement de déchets ? Bien, c'est toute la question. Dans le Wendland, les gens que j'ai rencontrés m'ont dit on ne cherche pas ailleurs parce qu'on ne veut trouver qu'à Gorleben. C'est vrai que la majorité des pays qui ont le besoin de trouver un site d'enfouissement en couche géologique pour stocker leurs déchets prospectent dans plusieurs endroits. En Allemagne, on n'a jamais cherché ailleurs qu'à Gorleben. Et même pendant les 10 ans du moratoire imposé par les Verts lorsqu'ils étaient au pouvoir, on n'a pas cherché dans le reste de l'Allemagne un site qui pourrait être adapté. Plus le temps passe, plus la question devient difficile. Et évidemment, les autres régions allemandes ne veulent pas d'un tel site sur leur territoire. La Bavière ou le bas de Württemberg, par exemple, qui disposent de couches de granit qui pourraient elles aussi être adaptées, refusent catégoriquement un tel projet sur leur terre. Et le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il en dit ? Alors le gouvernement fédéral, il dit qu'il faut reprendre la prospection de Gorleben, qu'il faut chercher, qu'il faut en tout cas mener à bien ce projet de prospection pour tirer un trait définitif ou pas sur Gorleben. Seulement, dans la région, on estime que tant qu'on ne cherchera pas ailleurs, il est évident qu'il ne s'agit pas de prospection, mais qu'il s'agit là de construction. Est-ce qu'il y a vraiment un danger à Gorleben ? Il y a un danger dans la mesure où l'expérience que l'on a en Allemagne avec le stockage de déchets dans les couches géologiques salines est plutôt négative. Il y a 2 centres de stockage pour les déchets de faible et de moyenne intensité en Allemagne, à Morsleben et à Hasse, et tous deux sont littéralement noyés. L'usure, les eaux qui entourent ces couches géologiques mettent en danger la population de toutes ces régions. Il faut extraire maintenant ces déchets de ces endroits. Donc on est en droit de se demander, avec cette expérience, pourquoi on continue de chercher à Gorleben. Merci Anne Maillet pour ce voyage un peu particulier. Ici s'achève ce numéro de Reporter. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous.